Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Electrochoc, le podcast d'automobile propre où nous discutons joyeusement de l'actualité de l'automobile électrifiée. Est-ce que c'est le numéro 2 ou véritablement le numéro 1 après un numéro 0 où nous avons validé le concept, la version de série après le prototype si vous me validez cette métaphore automobile? C'est la question. On peut peut-être se dire ça, mais on s'interdit pas de faire quelques mises à jour OTA. Comme on dit. En tout cas, on a lu soigneusement chacun des commentaires que vous avez pu laisser sur les différentes plateformes de diffusion de ce podcast, et je dois dire que, en toute modestie, j'ai été plaisamment surpris de vos retours majoritairement positifs, alors qu'on avait comme difficulté à la fois de reprendre les souliers d'Éric Dupin qui chose très grand, et de traiter certains sujets sensibles qui donnent souvent lieu à des joutes verbales. Pour les commentaires négatifs, on va y revenir dans un instant, juste après que je vous présente la fine fleur de la crème du haut du gratin qui constitue notre équipe d'intervenants. Équipe d'intervenants que j'ai choisi de rebaptiser aujourd'hui pour leur attribuer des noms de famille qui leur correspondent mieux. On commence par Victor Diakov, qu'on pourrait désormais appeler, très facile, Victorinox, tant il est un couteau suisse excellent dans de nombreux domaines. Il est blogueur, influenceur, expert des réseaux sociaux, rédacteur, administrateur de données. Il est notamment œuvré pour le garage des blogs Auto Hebdo, Auto Plus, Auto Journal et Sport Auto. Bonjour Victor. Bonjour Pierre. Merci pour cette présentation. On poursuit en direct de Florence en Italie avec un journaliste passé par les rédactions de La Montagne, Le Monde, le JDD, Capital, Néon Magazine, Géo, l'Internaute, Auto Plus et Automoto. Alors lui, vous avez pu le constater dans l'épisode précédent d'Electrochoc, c'est le bavard de service, un vrai moulin à paroles. À tel point que, d'accord, son nom officiel inscrit sur son passeport est bien Andy David, mais je suis sûr que lui-même préférait Andy Scuté. Salut Andy. Salut Pierre, salut à tous. Ok, noté. On arrive maintenant au chef de l'actualité de l'automobile propre, passé par Yahoo Auto et chez lui, c'est une seconde nature, c'est une passion d'être à l'affût pour vous apporter les derniers faits et gestes de la planète de la voiture électrifiée. Il faut que ce soit du brûlant. Il déteste plus que tout le réchauffé et la procrastination. Alors, Florent Ferrière, vraiment? Plutôt Florent Flair aujourd'hui? Salut Florent. Oh là là, salut. Oh là là, je m'attendais à pire remarque, donc c'est sympa. Ok, on termine ce petit tour d'horizon avec notre Normand préféré qui divise son temps, on ne sait pas trop comment, entre les rédactions de l'Argus, Bavaria Magazine, Vintage Racer ou encore le Dauphiné Libéré. Mais comme c'est aussi un crooner, un rocker à l'ancienne, amateur de chats noirs et de chaussettes sauvages, avouez que Nicolas Labamba lui irait bien mieux que Nicolas la perruque. Kenavo Nicolas, comme on dit chez toi? Je valide, allez. Et Nico, comme je t'ai sous la main, avant qu'on rentre dans le vif du sujet avec nos articles du jour, j'aimerais que tu nous emmènes faire un petit peu de hors-piste, parce qu'on fait ce qu'on veut, on est chez nous, parce que Nicolas, c'est plus qu'un journaliste, c'est un conteur d'histoire, c'est un griot, un barde autour duquel on a naturellement envie de se rassembler pour qu'il nous raconte une de ses aventures, parfois automobiles, comme on peut le dire notamment dans le Dauphiné, mais pas que. Parce que Nicolas, j'ai lu sur les réseaux sociaux une de tes anecdotes absolument délicieuses qui t'est revenue en regardant la deuxième saison tant attendue de la série Bref. Nicolas, est-ce que tu pourrais nous faire ce cadeau extraordinaire de la partager ou de la repartager? Et promis, après, on parle de bagnole à pile, hein. Ah, je crois voir à quoi tu fais allusion. Écoute, oui, je suis devenu journaliste, je conseille les gens, mais faut savoir que je suis pas toujours de bons conseils. Et dans une ancienne vie, j'étais dans la musique, effectivement. Et il y a 15-20 ans, et un jour, j'étais dans un studio de répète à Caen. Et je croisais régulièrement, en fait, toutes les semaines, un jeune rappeur qui s'appelait Aurélien. Et il y a un jour, le gars me dit, je vais arrêter. Il bossait dans un hôtel. Il m'a dit, je vais arrêter l'hôtel. Je vais me consacrer au rap et tout. Et je lui dis, écoute, on va aller prendre un café tous les deux. Et pendant une demi-heure, le mec, je lui ai expliqué que ça allait pas marcher, qu'il fallait absolument garder son boulot, tu vois, parce que le rap, ça allait pas le faire. Et le mec m'a religieusement écouté pendant une demi-heure, mais tu vois, il a pas tenu conseil, il a pas tenu. Il a pas appliqué mes conseils, on va dire. Et heureusement, puisque c'était Orelsan, toi.
Voilà. C'est vraiment une histoire visionnaire. Donc, et de bons conseils. De bons conseils. Donc, on peut te féliciter de d'être parti après sur l'automobile. Où on espère que tu as de meilleurs conseils. On va essayer. Il y a un absent. Alors, ça va faire des déçus puisque l'homme a son fan club. Vous marquerez une absence dans l'équipe d'Electrochoc d'aujourd'hui. L'ami JC Gignac n'a pas pu se joindre à nous pour cet enregistrement. On pense à lui. Et il sera de retour, ne vous inquiétez pas, dès le prochain épisode. Bon. On commence par un bref retour sur les commentaires qu'on a pu lire à la suite du premier épisode d'Electrochoc en faisant un focus sur le négatif. Le son était bien pourri, hein, je crois qu'il faut le dire, pour certains d'entre nous, plus particulièrement pour Andy. Andy, les gens s'inquiétaient pour toi, hein, t'avais l'air pris en otage dans un grand placard. Si t'as besoin d'être sauvé, fais un signe, imite Bruce Willis, enfin n'importe quoi. Hein. Nicolas, pareil. Hein, on a l'impression d'entendre dans le fond des vagues ou des verres de cidre qui s'entrechoquaient. C'est très étrange. C'était ça ? Ah, ok. Bon. Cette fois-ci, tout le monde a un micro de qualité. DJ Max derrière les platines a corrigé certains réglages techniques. Ça devrait être mieux. N'hésitez pas à nous dire si vous trouvez qu'il y a du progrès, mais on se doute que s'il y a quelque chose qui va pas, vous n'hésiterez pas à nous le dire. Bon, c'était l'introduction la plus longue du monde, une fois de plus, mais cette fois, c'est la bonne parlant voiture. Et je vais me tourner cette fois vers Florent pour introduire le premier de nos 3 sujets du jour. Donc, notre premier sujet pour ce podcast, ça sera on a appelé ça performance des électriques. Le moment n'est-il pas venu de légiférer avant qu'un gros accident arrive? Donc c'est vrai que le moteur électrique, il est pratique pour les constructeurs automobiles car il permet facilement de battre des records de puissance. Alors on a des chiffres qui deviennent totalement fous. Alors vraiment les cas les plus extrêmes, c'est des supercars qui peuvent atteindre 2000 chevaux, alors avec plusieurs moteurs. Hein. Mais même dans les gammes inférieures, on commence à avoir des voitures plutôt classiques qui ont des puissances qui étaient réservées il y a pas si longtemps que ça à des sportives. On a par exemple pris le cas là pour illustrer le début de ce sujet du Volvo EX30, un SUV plutôt compact, voire quasiment urbain, qui annonce déjà 272 chevaux en version de base. Et ça donne un 0 à 100 km/h sur cette version en moins de 6 secondes. Mais même une petite R5 maintenant, même la petite R5, elle a des allures de bombinette parce qu'elle a un moteur de 150 chevaux qui permet d'aller de 0 à 100 en 8 secondes. Donc, à cela, on ajoute le fait que les électriques sont un aspect un peu particulier, c'est qu'en fait, tout le couple et toute la puissance est disponible du départ, quoi. À peine on accélère et hop, on s'envole. Donc, on s'est demandé si des accélérations folles comme ça peuvent pas devenir un danger sur les routes avec des conducteurs qui ont du mal à gérer cette cavalerie. Écoute, oui, c'est une bonne question. Alors, qui veut commencer? Qui a un début de réponse? Andy, peut-être? Ah, si tu veux. Allez, go, Andy. Jette-moi, de toute façon, c'est une bonne question, c'est toi qui la poses. Ça m'a ramené 15 ans en arrière quand j'ai vu le menu. Non, 25 ans en arrière. Oh mon Dieu. Le temps qui passe. Ça m'a rappelé mon adolescence et je me souviens à l'époque, alors, j'avais 2 volontés dans la vie. La première, c'était de me promener dans les rues de Metz avec Sophie Ellis-Bextor au bras. Je sais pas si vous vous rappelez de cette fille. C'était. Là, t'avais de l'ambition, dis donc. Ouais. Bah oui. Tapez Groove Jet ou Dance Floor sur votre. Tout à fait. Service vidéo préféré. Et la deuxième, c'était de dire à Sophie, cet après-midi, on va au Nürburgring. J'aimerais bien. Et dans mon rêve, j'avais une M3 E46. Avec 343 chevaux, et à l'époque, je me rappelle que tout le monde disait ça coûtait 370 000 balles francs neuf, et on disait ouais, dans 2 ans ça vaudra 150 000 et on va filer ça aux jeunes et ça va être n'importe quoi. Donc j'ai l'impression que ce débat, on l'entend depuis longtemps, et que globalement oui, effectivement, les voitures électriques vont faciliter les choses. Surtout si on commence à va y avoir les machines à flux axial, etc., qui vont arriver, ça va encore compacifier tout ça, on va avoir des batteries plus légères, etc., donc ça risque d'être l'inflation. Et tout ça, bon, voilà, ça c'est la partie, j'étais immature, maintenant j'ai compris. Il y a quand même un truc qui me chiffonne dans cette histoire de légiférer. En fait, l'autre jour, j'étais sur la route, je réfléchissais, et je me disais,
Ouais, ça serait pas bête de limiter à, par exemple, 200 kW la puissance des voitures électriques, donc 272 chevaux, et de dire, voilà, maintenant, comme ça force les constructeurs à se concentrer sur le poids et l'aéro pour obtenir de la perf. Et puis, si on veut, pour la voiture du commun des mortels, à se concentrer sur l'efficience. Ok, super. Je me suis dit, je suis un génie, je vais proposer ça comme papier à pierre, il va me le prendre et ça me paiera le prochain resto. Sauf que, en fait, le lendemain, je suis tombé sur une vidéo de Sandy Munro. Alors, je sais pas si vous voyez qui c'est, Sandy Munro. C'est un Américain qui démonte les voitures et qui fait des vidéos sur YouTube pour expliquer, voilà, comment c'est fait, en dessous. Et je l'ai regardé démonter une Ioniq 5. Et, notamment, il expliquait, alors il disait, il y a trop de vis, là, etc. Et en fait, je me suis dit, si on se concentre sur le poids, ou sur l'efficience, et que ça devient le critère plus prépondérant que la puissance, on va commencer à faire de la camelote sur les voitures pour gagner du poids, etc. Et donc, en fait, j'ai jeté à la poubelle mon excellente idée de limiter les puissances. Tout ça pour dire quoi parce que oui, là, il y a beaucoup de, comme tu l'as dit. Reviens vers nous, s'il te plaît. Je suis bavard. Pourquoi pas limiter la puissance? Je suis un petit peu plus sceptique sur le fait que, en fait, les constructeurs ils vont toujours chercher les moyens de gagner de l'argent et de gagner de la puissance parce que c'est un argument marketing. Est-ce que on va aller vers un traçage GPS ou je sais pas quoi? Pour la question de la vie privée, j'ai pas tout à fait envie d'être sur Black Mirror, dans Black Mirror tout de suite. Et du coup, je réfléchissais à tout ça, puis si je trouve une bonne solution, je serais ravi de vous l'envoyer, puis j'enverrai à ursulavanderleyen@wanadoo.fr mais j'ai du mal à voir comment on peut faire en fait, concrètement. Victor, t'as raison que c'est vraiment un moulin à parole. Ouais, t'as vu. On peut en placer une à un moment ou quoi là? Non, mais là, il m'a emmené avec lui. Là, du coup, je sais plus dans quelle période je me trouve, mais j'ai un petit peu réfléchi aussi à cette problématique et je me suis rendu compte. Je n'y connais absolument rien en moto, mais il y a quelque chose qui me semble assez pertinent dans ce monde-là, c'est le permis. Le permis moto qui a plusieurs catégories pour accéder à des puissances différentes, notamment le permis A, donc le gros cylindré qui s'obtient à la toute fin, me semble-t-il. Donc il y a une période probatoire de 2 ans après avoir passé donc le permis A2. Corrigez-moi dans les commentaires si j'ai dit n'importe quoi. Donc, il y a vraiment une sorte de palier en fait pour accéder à des différentes puissances et je me suis dit que pourquoi pas avoir des espèces de permis B200 chevaux, B400 chevaux, B500 chevaux parce qu'effectivement aujourd'hui ça part dans tous les sens avec l'électrique. Florent, tu as pris l'exemple d'une Volvo pour illustrer un petit peu la mesure actuelle. J'avais en tête effectivement la Ferrari F40 sortie en 1987 qui a annoncé des performances de supercar à l'époque, n'est-ce pas, avec un 0 à 100 abattu en 4 secondes 1. Donc aujourd'hui, je pense que ça fait doucement rire plus d'un constructeur, notamment MG. Tu vois où je veux en venir, c'est la MG4 X-Power, donc à 40 000 €. Donc c'est une MG4 exactement X, MG4 de Monsieur Tout le Monde, on peut dire, qui éclate la F40 sur le 0 à 100. 3 secondes 8 quand même, hein. Là on est pas mal, hein. On est un tiers de seconde de plus rapide que la F40. Bon, effectivement après au-delà de 100, je pense que la MG4 elle laisse passer la Ferrari, mais bon, voilà, toujours est-il que elle est presque plus puissante et plus rapide que la supercar d'il y a 30 ans et aujourd'hui, la notion même de supercar ne veut plus rien dire parce que aujourd'hui le même permis permet de conduire les voitures allant de Dacia Spring, 45 chevaux à peu près, à Xiaomi SU7 d'environ énormément de chevaux. Donc moi ça me fait penser un petit peu à une sorte de brevet de pilotage qui te permettrait de piloter des ULM et des Rafales avec la même licence.
Donc ça n'a aucun sens. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il est primordial de revoir cette législation du permis B pour accéder à des différentes puissances des modèles. Et moi, avant de donner la parole à Nicolas, je vais comme intervenir parce que je suis pas d'accord avec toi, Andy. Le parallèle avec la E46, parce que il y a une différence quand même qui est majeure, c'est que c'est la facilité. En fait, c'est que pour arriver au temps annoncé au 0 à 100 avec une M3 E46 en boîte manuelle, il faut bien réussir son départ, il faut passer ses vitesses de façon absolument parfaite, alors que l'électrique, t'as un launch control, t'appuies sur l'accélérateur, elle va pouvoir te répéter exactement le sheet sur la fiche technique encore et encore, tant que la batterie le permet. Et, c'est ce que j'allais dire. Hein? C'est ce que j'allais te rétorquer. Oui, quelles que soient les conditions, et on arrive à des. Moi, j'ai vu dernièrement, et c'est ça qui m'a inspiré un peu ce sujet. C'est il y avait une vidéo justement. Tu parlais de la Xiaomi SU7 Ultra 1600 chevaux, et il y avait quelques jours seulement après sa sortie, un propriétaire tout neuf chinois qui a fait. Alors c'était une grande avenue à 2 fois 4 voies au moins, mais au feu vert il a mis gaz, et 18 secondes plus tard il passait les 300 km/h. Et ça normalement c'est des temps qui peuvent être atteints sur une voiture thermique, mais c'est limite une voiture de course avec des pneus chauffés, une piste particulière, enfin, et il y a non seulement c'est des performances extraordinaires, mais qui peuvent être atteintes de façon très facile, sans avoir la moindre compétence, jusqu'au virage, jusqu'à qu'une voiture déboîte, et là, on arrive à la fin des compétences. Quelle solution il y a? C'est pour ça que moi non plus, je crois pas trop au permis, parce que je trouve qu'on arrive à vraiment à des performances que personne, à part un pilote professionnel, pourrait appréhender. Donc, est-ce qu'il s'agit pas plutôt, alors là, on revient au problème peut-être de liberté ou quoi que ce soit, mais est-ce que, ne serait-ce que déjà en ville, qu'il y a une reconnaissance du lieu et qu'il y a une limitation des performances, c'est plutôt une limitation de la puissance, ouais, parce que même à 0 à 50 plein pot, ça doit déjà faire mal. Mais il y a quelque chose à faire. Je pense en plus, c'est une tendance qui a l'air d'être durable. Là, on a appris il y a quelques jours qu'on allait avoir une Peugeot i208 GTI. On connaît déjà la fiche technique, hein, parce que ce sera les mêmes moteurs que sur l'Alfa Junior Veloce, comme on dit, il me semble. Donc 280 chevaux dans une petite GTI, 0 à 100 qu'on peut attendre sous les 8 secondes. On est déjà quelque chose qui devrait être pas cher et qui pourrait servir de premier véhicule à passionné, à vraiment des performances de premier ordre. Donc voilà, moi ça me semble il y a quelque chose à trouver là. Il y a une solution, je pense, qu'il va falloir trouver. Alors ça m'embête, hein, parce que c'est là je vais avoir un petit peu un discours de droitard de la pire espèce, alors que tout le monde sait que je suis un islamo-gauchiste au pied sale. Mais peut-être que la démocratisation en fait des performances pour tous. Parce qu'en plus c'est moins cher et tout ça, mais je pense pas que ce soit un projet, donc c'est peut-être pas plus mal que ce soit réservé à une élite financière, pas parce qu'ils maîtrisent mieux ces monstres, mais juste parce que techniquement ils sont un peu plus rares sur les routes, quoi. Voilà, Nicolas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors effectivement, c'est vrai que ça peut poser problème. On parlait tout à l'heure de la MG Explorer, là, MG4 là. Effectivement, tu te retrouves avec une voiture qui fait 400 chevaux à peine 40 000 euros, quoi. Donc, on est susceptible de donner en fait cette voiture-là à des gens qui sont pas préparés, toi. Donc, effectivement, alors après, faut relativiser, je pense aussi, parce que c'est bourré d'électronique, c'est comme des voitures qui sont extrêmement faciles à conduire. Contrairement à une F40 ou une M3 de l'époque où effectivement fallait batailler un peu pour rester des fois sur la route, quoi. Là, je pense que dans le flow, tu vois, on peut se faire
enfin, c'est des voitures qui, si tu peux toujours te sortir avec et ça c'est pas le problème, et tu peux toujours avoir quelqu'un qui va accélérer à 130 sur un boulevard et qui va pas s'arrêter au feu. Mais je pense que la même personne avec une voiture essence, tu vois, il aurait pas fait mieux, tu vois. Alors après, il y a la question de la formation. Moi, je trouve que déjà la formation du permis B telle qu'elle est actuellement, je la trouve un peu limite, tu vois, dans la mesure où, par exemple, on t'apprend jamais à freiner, quoi. On te fait pas faire de freinage d'urgence, tu vois. On t'apprend jamais à rattraper une bagnole qui part du cul. Enfin, donc c'est quand même, je trouve qu'il y a quand même un petit volet qui manque et qui va peut-être effectivement poser problème si demain, monsieur et madame tout le monde, ils ont une voiture qui fait 350 ou 400 chevaux. Peut-être qu'il faut revoir le permis. Alors moi, avoir plusieurs permis, tu vois, comme sur la moto, tu vois, c'est marrant parce que ce que disait Victor, en réfléchissant à ça ce matin dans le train, je me suis dit la même chose. Et après, je me suis dit, après, c'est encore compliqué les choses. Enfin, ils sont déjà pas capables, tu vois, d'avoir assez de moniteurs assez d'inspecteurs pour passer. Aujourd'hui, tu loupes ton permis, faut que tu attendes 8 mois avant de le repasser. Alors, si demain, on leur dit, faut repasser tout le monde, tu vois, ça va être ingérable, quoi. En France, c'est pas possible. Donc, non, peut-être améliorer la formation, déjà, du permis B tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire apprendre aux gens à freiner. Peut-être les sensibiliser aussi à cette puissance qu'on n'avait pas avant, et puis bon, après faut relativiser. Enfin, tu vois, on a des bagnoles qui font 2 tonnes 5, ah ouais, elles font 300 chevaux, mais enfin, c'est pas tu vois, c'est pas des Caterham ou c'est pas des fusées non plus. Enfin, effectivement, en ligne droite, ça peut aller très vite, quoi. Mais bon, c'est quand même des bagnoles quand même de pères de famille, tu vois. Enfin, je pense que les gens, enfin, aujourd'hui, il y a des radars tous les 2 mètres, donc de toute façon, t'es un peu limité quand même. Enfin, je suis pas sûr que ça soit c'est peut-être un problème en Chine où les gens, ils savent pas conduire. Oh, c'est dur. Mais non, mais tu vois, il y a peut-être qu'ils ont moins, je sais pas. Voilà. Mais bon, peut-être, moi, je dirais plus renforcer la formation du permis B. Pas forcément la difficulté de l'examen, mais au moins apprendre aux gens à freiner, à aborder une courbe. Qu'est-ce qui se passe quand j'arrive trop vite dans un virage? Qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois? Ça, on me l'a jamais appris au permis. Je l'ai appris après parce que nous, on a eu la chance de faire des circuits une fois de temps en temps pour le boulot, mais l'essentiel des gens ne sait déjà pas freiner avec une essence. Donc, Florent, tu voulais compléter? Déjà, je voulais rappeler que il y a 2 composantes finalement dans le sujet. On n'a pas abordé la VMAX, quoi. Parce que souvent, quand on parle de voitures qui vont vite, comme M3, avant on parlait souvent de la VMAX, quoi. Et ça, déjà, faut préciser que c'est devenu un non-sujet sur les électriques, parce qu'il y a beaucoup d'électriques, même quasiment la totalité, qui sont déjà bridés. Par exemple, pour revenir à l'UX30, c'est 180 km/h et tout. Donc déjà, il y a un non-sujet. Donc en fait, le sujet, c'est vraiment les accélérations. Donc là, c'est vraiment une question ouverte. J'ai pas de réponse à apporter. Je pense, est-ce que c'est vraiment, après avoir limité la VMAX, est-ce que les constructeurs doivent travailler sur les accélérations pour les rendre plus progressives et moins, pas partir dans le décor, quoi, dès qu'on écrase la pédale au feu rouge. Mais moi, je voulais relancer un peu ceux qui sont plutôt essayeurs autour de la table du podcast, quoi, savoir si, alors peut-être plus maintenant parce que vous êtes très habitués à la motorisation électrique et tout ça, mais est-ce que vous êtes fait des frayeurs au tout début avec certains modèles, même est-ce que des modèles récents qui sont super sportifs, je pense à Andy et Victor, qui ont testé visiblement la formidable Ioniq 5N, savoir est-ce que c'est des modèles qui peuvent être dangereux s'ils sont... Moi, je suis pas encore grand expert de la conduite électrique, je le reconnais, donc faut pas me huer. Mais est-ce que si vous me la donnez, moi, est-ce que je peux faire n'importe quoi au premier feu rouge? Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par le début. Forcément, quand on a on va dire essayeurs, on a découvert la voiture électrique, on a été surpris, on a été bluffé par les performances. Je pense notamment aux premières modèles S 95D, 100D. Voilà, c'était P90D. Voilà, c'était incroyable. Enfin, vraiment, on n'a jamais
on n'a jamais ressenti de telle violence au volant d'une voiture. Et vraiment, je pense que le terme violence, il est approprié parce que quand on soit passager ou conducteur, on en est à avoir mal au crâne, hein, tellement ça tabasse fort, quoi. C'est vraiment, je sais pas combien de G on se prend à ce moment-là, mais c'est vraiment parfois difficile à encaisser. Donc là, c'était les débuts, on va dire, de cette sportivité électrique. Aujourd'hui, c'est voilà, on commence à avoir l'habitude, mais aujourd'hui, c'est encore radicalement plus rapide, plus puissant, plus performant encore. Donc, quand tu prends la Tesla Model S Plaid actuelle qui te fait le 0 à 100 en à peine 2 secondes, je pense que au-delà de la maîtrise du véhicule, c'est est-ce que tous les organismes sont prêts à encaisser autant de chocs? Ça, je sais pas. Ça, je pense qu'on a atteint une sorte de limite à ne pas dépasser, quoi. Enfin, pour moi, c'est beaucoup trop puissant. Là, même moi qui suis habitué à Toi qui es un pilote, faut le dire. Non, mais j'aime bien m'amuser sur des routes fermées, bien sûr, avec des voitures. Parfois, je me rends malade alors que je conduis. C'est trop. Nicolas, toi, il y a pas si longtemps que ça, t'étais en Porsche, si je dis pas de bêtises. Effectivement. Alors, je suis allé en Laponie il y a pas longtemps avec la Taycan pour Automobile Propre, effectivement. Mais j'ai un souvenir d'un autre essai Porsche Taycan Turbo il y a quelques années, je pense que c'était au lancement, où on avait fait des launch control en fait sur le circuit du Mans. Et on parlait tout à l'heure de limites physiques, tu vois. Et il y a plusieurs personnes qui arrivaient pas en fait à faire le launch control. C'est-à-dire que je me rappelle d'une journaliste qui est pourtant habituée à conduire des trucs un peu violents. J'étais assis à côté d'elle et en fait à chaque fois qu'elle faisait le launch control, elle avait une sorte de mini malaise, tu vois, il y avait un voile noir, quoi. Wow. Et en fait au bout de 2-3 essais, on a laissé tomber, tu vois. Moi je l'ai fait, ça. Déjà il faut se faire violence quand même pour faire le launch control sur une Taycan, même en ligne droite. Après une fois que tu es habitué, bon ça se fait, mais tu vois il y avait des gens qui étaient pourtant habitués à conduire des trucs un peu des trucs un peu violents, qui arrivaient tout simplement pas physiquement, tu vois, ça faisait une sorte de voile noir et un mini malaise de 2 secondes, tu vois, mais il y a un limiteur biologique. Ouais, exactement. Et en fait, j'avais parlé un peu avec les mecs de chez Porsche et le gars est venu, il est arrivé aussitôt, il a dit ouais bon ok, en fait il disait ça arrivait souvent, quoi. Bref. Ça arrivait souvent, quoi. Donc, je pense de toute façon, les gens qui ont une bagnole comme ça, il va acheter la voiture, il va se faire peur 2 fois. Ouais. Il va faire gerber les gamins à l'arrière 2 fois. Après, il va arrêter de le faire, tu vois. Dans l'utilisation normale d'une voiture, bon, le gars, il va avoir une voiture qui fait 900 chevaux, il sait qu'il a 900 chevaux. Ce qu'il veut, c'est que son voisin, il sache qu'il a 900 chevaux. Est-ce qu'il va vraiment l'utiliser, tu vois? Est-ce qu'il va se faire des launch control en partant au feu rouge? Peut-être pas, tu vois. Mais bon, ceci dit, t'as quand même tu vois, c'est la preuve aussi que tu peux te trouver mal au volant, même si t'es habitué. Donc, si tu ne l'es pas, ça peut quand même, ça peut vite te terminer dans le décor, quoi, tu vois. Je me permets aussi de rebondir sur Porsche Taycan. Et plus particulièrement sur toutes les voitures électriques sportives, c'est que il y a un truc qu'on n'a pas encore abordé, c'est qu'on n'a pas du tout on n'a pas la même notion de vitesse, comme on n'a pas le son, ou alors un son artificiel en dimmer, enfin voilà, un peu soucoupe volante, quoi. On n'a pas la même notion de vitesse. Et puis t'as la rupture de chaque rapport aussi dans l'accélération. Exactement. En thermique, tu sens la mécanique, t'es beaucoup plus acteur de cette performance, alors que dans l'électrique, entre 130 et 230 km/h, tu vois pas la différence, quoi. Donc ça, c'est dangereux aussi. C'est dangereux pour les virages, c'est dangereux pour le freinage, c'est dangereux pour ton permis aussi. Pour le permis, exactement. Les piétons. J'en ai fait les frais avec justement une Porsche Taycan. Oui, c'est payé. Maintenant, j'ai le droit d'en parler.
Et voilà, il y a prescription, j'ai le droit d'en parler, donc j'ai perdu 2 points en Porsche Taycan. Et sur une route à 70 où juste je me rendais pas compte que j'étais légèrement au-dessus. Alors que j'étais même pas en train de bombarder, juste tu te rends pas compte de... Voilà. Et on parlait tout à l'heure de la Taycan, effectivement. Je suis allé en Laponie il y a un mois, là. Et à côté de ça, c'est sûrement la bagnole la plus facile à conduire. Enfin, en tout cas, la Taycan 4, là, 4 roues motrices. J'ai jamais vu un truc aussi facile à conduire sur la neige, quoi. À conduire vite, toi. C'est-à-dire que, il y a un moment, je faisais du drift, j'étais à 170, quoi. Et, je faisais sur un circuit, hein. Et il y a une facilité incroyable, quoi. Et tu te sens vraiment en sécurité. Alors, tu vas me dire, est-ce que tu te sens pas trop en sécurité? Mais c'est quand même hyper facile. Et, avec aucune thermique, tu peux faire ça. Enfin, tu vois, combien même tu prends une Subaru, un truc super efficace c'est quand même plus compliqué. Enfin, tu vois, là, t'arrives, et tu peux conduire avec un bras, tu rends drift à 160. Tu vois, donc il y a la puissance, mais aussi il y a la facilité d'accès, quand même vachement plus facile à conduire à conduire vite, en tout cas, qu'une thermique, quoi, de la même puissance, quoi. Andy, Donc, est-ce que tu as des histoires à raconter, toi? Toujours. Des histoires racontables, surtout, si tu vois ce que je veux dire. J'appelais Père Castor. Hein, on est à un moment intéressant aussi sur la voiture électrique parce qu'on s'est beaucoup amusé à faire des chiffres de puissance parce que c'est facile et c'est génial. Et il y a peut-être la question aussi de comment on la délivre, entre guillemets, cette puissance, et comment on la met en scène de manière à ce que ce soit amusant de conduire. Je pense que tout le monde est tombé amoureux de l'Alpine A110 parce que, alors que ça fait 252 chevaux, ce qui est beaucoup, hein, mais ce qui est raisonnable quand on compare à beaucoup de supercars, on s'amuse beaucoup plus dans une voiture comme ça. Moi, j'ai des souvenirs aussi de Caterham de 240 chevaux où ça ouvrait les volets de la perception. Enfin, alors que on n'a pas besoin de 700 chevaux en fait pour s'amuser si on se pose la question de trop de puissance. Donc ça, c'est la première chose. Et Alpine, par exemple, avec la 390, ils nous ont dit on a mis 220 chevaux dedans. Ça va, en fait, avec ce poids-là, etc. Ça va, ça fait des accélérations quand même. C'est amusant. Pas besoin de 1000 chevaux dans une bagnole comme ça, en fait. Et ce qui me renvoie à une autre réflexion, parce qu'on se posait la question de plafonner les puissances, etc. Moi, si je pouvais préconiser peut-être quelque chose à envoyer à Ursula von der Leyen @wanadoo.fr, ça serait une limitation de la puissance totale par constructeur, ou qui paye des pénalités, mais en gros on dise le brave SUV il a pas besoin de faire plus de 150 chevaux, et puis si vous voulez faire une voiture un peu extrême sur les bords de 500 chevaux, bah ok, pas de problème, mais on vous limite un peu le nombre d'exemplaires que vous pouvez sortir. Alors oui, effectivement, ça aura peut-être l'effet que tu disais, Pierre, c'est-à-dire de limiter la possibilité de posséder une voiture puissante à peu de gens, et forcément ce sera les plus aisés. Mais d'un autre côté, ça permettrait peut-être comme sur le marché carbone, entre guillemets, de limiter l'impact total que ça pourrait avoir en matière de sécurité routière. Donc, je suis pas pour un cap absolu, parce qu'on n'y arrivera pas. En revanche, est-ce qu'on peut se dire que globalement, on n'a pas besoin de baisser un peu les puissances? Peut-être que oui, la question se pose. Et puis moi, j'ai une petite anecdote, si vous me permettez. Allez. Là, c'est ton podcast. C'est vrai, c'est le mien. Je pense c'est le nôtre. Arrêtez, je le partage. Moi, je me rappelle, tu parlais de Tesla comme la première expérience de performance extraordinaire au volant d'une électrique. Et je sais pas vous, mais moi, je me rappelle vraiment précisément de mon premier essai d'une voiture électrique performante. Donc, on se rappelle tous de notre première fois. Très bien. C'était la Model S P90D. Et la chose à faire, c'était un petit départ au launch control. Et je crois qu'on n'est jamais... tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas se rendre compte à quel point c'est... comme tu disais, il y a une pression sur la poitrine, tu sens que tes organes y bougent, t'as même, je trouve, t'as un peu la vision tunnel d'un pilote de chasse où en un clin d'œil, t'as passé les 100. Et c'est c'est là où tu te dis putain, il y a quelque chose. Et après, peut-être que c'est aussi ça qui a rendu l'électrique un peu plus cool. C'est ces performances étonnantes qui ont un petit peu accéléré, qui ont cassé un peu l'image qui ont fait le buzz au début. Oui.
Casser l'image chiante, à l'époque, c'était quoi? C'était Renault Zoé, Nissan Leaf, ça faisait rêver personne. Là, il y a peut-être une notion de plaisir automobile qui a été associée à ce moment-là. Peut-être qu'il faut en sortir maintenant, je sais pas. Et moi, comme autre expérience de performance, puis après je terminerai là, c'est l'été dernier, j'ai fait un essai longue durée de la Lotus Emeya R, donc 918 chevaux, 985 Nm de couple, c'est bon 2 tonnes 5, hein, mais c'est forcément ce genre de voiture, faut faire une petite accélération. Et autant en général l'électronique particulièrement sophistiquée des électriques fait que tout passe exactement au sol. J'étais sur un petit bout de route fermé, bien sûr. Hein, le maréchaussée était prévenu, les routes étaient coupées, il y avait un camion pompier en double fil, normal, le classique que tout le monde connaît. Mais le bitume était propre, il faisait chaud, on était en été, pas de pluie, enfin c'était nickel. Et je me suis dit, petit launch control. Et c'est là aussi où, quand on a une petite connaissance de la mécanique, on dit, putain, il se passe quelque chose, c'est que je fais mon launch control et pendant un dixième de seconde, j'ai senti qu'elle patinait des 4 roues. Mais vraiment quelque chose. Alors, juste, c'est chaussé en 265 à l'avant, 305 à l'arrière. C'est du, attends, si je dis pas de bêtises, c'est du pilote sport 4S, donc vraiment du pneu sportif qui grippe. Et quand on est à dire et 2 tonnes 5 en plus, et quand on est à dire t'arrives à patiner des 4 roues à l'accélération sur une route sèche, c'est que tu dis c'est un dragster le truc, c'est pas possible. Donc, mais après je rejoins parfaitement Nicolas quand il dit que ce genre de bagnole, surtout avec l'esthétique de l'Emeya, c'est une soucoupe volante, c'est que tu vas faire ça 2-3 fois, tu vas faire peur à ton voisin, à ton copain et rendre malade tes enfants. Puis après, tu vas rouler tranquille, tu te feras peut-être une reprise ou peut-être une accélération en sortie de péage ou pour rentrer sur l'autoroute. Mais après, je pense ça devient tellement pénible et je pense qu'il y a quand même un sentiment d'autoconservation qui va arriver à un moment que c'est pas quelque chose que tu vas faire au quotidien. Voilà, est-ce qu'on passe au sujet suivant? Allons-y. On va parler d'un sujet qui remonte pas mal dans l'actu, c'est les ZFE. On voit sur les réseaux sociaux, on voit que la tension est en train de remonter. Alors bon, nous on a intitulé ça « Bonne ou mauvaise idée », voilà, on est un peu provocateur, hein. Donc, avant d'en parler, d'en débattre, juste résumer en 5 points les ZFE. Donc, les ZFE, c'est quoi? Les zones à faible émission, c'est des territoires où la circulation de certains véhicules peut être interdite afin de réduire la pollution de l'air. Ça, c'est la définition officielle que j'ai pu trouver d'ailleurs sur un des sites de l'État. Donc, ça fonctionne avec la désormais célèbre vignette critère qu'il faut avoir sur son pare-brise dans les zones concernées, bien sûr, hein, parce que si vous êtes loin du ZFE, vous n'avez pas besoin d'une vignette critère, soyez rassurés. Donc, elle distingue les voitures selon leur carburant et leur année de production. Et il y a eu une nouvelle étape qui a été mise en place le 1er janvier 2025, c'est que maintenant, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants doivent avoir une ZFE. Alors après, les restrictions de circulation, elles sont décidées au niveau local. Alors, il reste quand même 2 zones en France où il y a des interdictions qui sont sévères, qui sont imposées par la loi. C'est les métropoles de Paris et de Lyon, où on a dû bannir les vignettes critère 3. Et donc, les ZFE, ça avait connu depuis quelques années, mais on sent donc remonter une vraie fondre. Les ZFE, elles sont connues depuis quelques années maintenant, mais on sent remonter une vraie fronde contre elles. Il y a par exemple des députés qui ont proposé leur suspension pour quelques années. Ok, alors moi, je voudrais juste rajouter un petit détail, c'est que forcément je suis sur les réseaux sociaux aussi et je vois quand même qu'il y a une certaine confusion sur ce qui rend une voiture polluante ou pas. Il y a beaucoup de gens qui parlent du CO2 en disant regardez ma Twingo, ma première Twingo, elle émet moins de CO2 qu'un Cayenne d'après 2010. Mais c'est pas sur ça que ça se base. Les ZFE, ça se base sur la norme Euro. Ça se base sur les émissions de particules fines.
PF10 et PF 2,5, les oxydes d'azote, les hydrocarbures brûlés, je crois. Enfin, c'est un mélange de tout ça. Et donc, c'est un calcul un peu plus complexe que ça. Et alors, je suis pas en train de justifier ces ZFE, mais je précise juste un petit peu les choses. Voilà. Moi, j'ai bien envie d'entendre Nicolas en premier là-dessus. C'est sûr. Est-ce que de ton côté de Normandie, est-ce qu'il y a de la ZFE? Alors justement, on est en plein dedans, puisqu'il y a depuis le 1er janvier une ZFE à Caen. Ouais. Et moi, comme tu le sais, peut-être je roule dans une Mazda 323. Glorieuse Mazda 323. De 1995. Moteur de collection. Qui d'ailleurs vient de passer le contrôle. J'ai une petite anecdote là-dessus. La mienne, elle a 30 ans, tu vois, je la passe au contrôle. La limite, c'est 0,30, quoi, je sais plus, enfin, un truc de pollution, là. Je passe du premier coup 0,17, tu vois, et juste avant moi, il y avait une classe A qui avait 2 ans et demi, la nana vendait sa voiture. Elle a passé au contrôle, tu vois. La bagnole, elle est pas passée, tu vois, parce que la pollution marchait pas, tu vois. Donc, bon, petit aparté. Donc, aujourd'hui, tu vois, justement, ce matin, je suis venu à Paris, donc j'ai 2 solutions. Soit je prends le train à Bayeux, soit je prends le train à Caen. Et si je prends le train à Caen, je suis obligé d'aller avec ma Mazda à Caen et j'ai plus le droit d'y aller, parce que j'ai droit à aucune vignette. J'ai même pas le droit de demander la vignette, moi, tu vois. Donc la bagnole, elle a 30 ans. Et donc je me suis dit, tiens, je vais regarder, tu vois, la qualité de l'air à Caen aujourd'hui, tu vois. Ce matin, la qualité de l'air à Caen, elle était vert foncé, tu vois. Tout va bien. Il y a pas de particules, il y a rien du tout. Il y a 0 pollution, c'est de la connerie, tu vois. Et donc, par contre, on empêche à des gens, on va leur dire, bah, écoute, mon gars, tu vas bosser à Caen avec ta Clio, qui a 25 ans, tu as plus le droit d'y aller, quoi. Donc, moi, de toute façon, clairement, mon avis, il est clair et net. On est sur un capharnaüm incroyable, c'est-à-dire que d'une ZFE à l'autre, alors si tu traverses la France avec ta bagnole, il va falloir que tu te renseignes de toutes les ZFE si tu as le droit de traverser, prendre le périph' ou pas, enfin tu vois, puisque la législation est absolument imbitable, enfin c'est un truc, personne n'y comprend rien, chaque ville a ses interdictions ou pas, tu vois, donc c'est complètement hallucinant, quoi. Deuxième chose, en fait, une mesure qui est totalement antisociale, tu vois. C'est-à-dire que pareil, on va avoir du mal à m'accuser d'être gaucho de base, mais franchement, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, les mecs, ils ont acheté une Clio, on leur a dit c'est bien d'acheter une bagnole neuve, à aucun moment on leur a dit écoute mon gars, dans 15 ans t'auras plus le droit de rouler avec, quoi. Donc et puis en fait, moi je pense au smicard qui va bosser tous les jours à Caen, et crois-moi, on est dans une région où c'est pas non plus Byzance, tu vois. Le mec, il fait comment, tu vois, enfin, donc, totalement, ou alors faut arrêter de mettre au-dessus des mairies, liberté, égalité, fraternité, puisqu'on ne l'applique pas, tu vois. Donc, c'est une mesure qui a été créée, en fait, par des mecs qui connaissent absolument rien, tu vois, parce que ils savent pas ce que c'est qu'une bagnole qui pollue ou qui ne pollue pas, tu vois. La part de l'automobile enfin, tu vois, la pollution à Caen, moi, j'ai étudié un peu le sujet. Les rares jours où il y a un peu de pollution, en fait, c'est la cimenterie qui est à la sortie de la ville, tu vois, où c'est les industries, t'as plusieurs usines autour de Caen, tu vois, donc certains jours il y a des rejets, tu vois, ou alors c'est entouré de plaines, donc t'as des montées de pollution les jours où les mecs ils épandent des produits dans les champs, tu vois, enfin, donc 9 fois sur 10 c'est pas les bagnoles. J'ai pas l'impression, tu vois, qu'à Caen, on respire mal, tu vois. Quand j'arrive à Paris, j'ai l'impression de moins bien respirer. Et donc voilà, donc c'est une mesure qui est totalement antisociale, décidée par des mecs qui, de toute façon, ont les moyens d'avoir des bagnoles, qui changent de bagnole tous les 2 ans, qui comprennent pas qu'il y a des gens aussi qui ont une bagnole à 1500 balles, qui est, du coup, quand t'as une bagnole à 1500 balles, t'es bien obligé d'avoir un entretien, on va dire, régulier, parce que sinon tu tombes vite en panne, donc qui en général sont bien entretenus, et le mec, enfin, qui aujourd'hui a les moyens d'acheter l'âge moyen d'une voiture électrique, je crois que c'est l'achat d'une voiture neuve, déjà, c'est 57 ou 58 ans, donc faut arrêter, je pense que c'est une mesure qui moi ça m'énerve, ça. Donc voilà, mais t'as compris le truc, mais je trouve ça complètement aberrant, quoi. Et ce qui m'épate, c'est qu'il n'y ait pas plus de gens
tu vois, moi, je m'en branle, je vais à Caen, tu vois, je prends ma bagnole, j'y vais, rien que pour les emmerder, je vais y aller aussi longtemps que possible avec ma Mazda, tu vois. Puis en plus, la loi étant tellement bête, qu'elle est pas appliquée de toute façon, tu vois. Il y a aucun flic qui va t'arrêter parce que tu vas en voiture avec une vieille bagnole à Caen. Donc, je continue de rouler, mais je te rassure, je vais à Paris avec aussi régulièrement. La loi, elle est tellement bête qu'elle est pas appliquée, tu vois. Donc, mais si le jour où il l'applique, je vais garder ma bagnole, quoi. Je vais pas changer de voiture pour leur faire plaisir, quoi. Donc, je suis surpris qu'il y ait pas plus de gens qui se rebellent sur ce sujet-là, qui me paraît complètement... Parce qu'aujourd'hui, on t'interdit... demain, on va te dire, bah alors du coup, non, ta voiture, elle a 3 ans, elle commence à être un peu vieille, il faudrait que t'en rachètes une autre. Enfin, non, tu vois, ça marche pas comme ça. Aidons les gens pauvres ou qui ont pas beaucoup de moyens à acheter une bagnole propre, ça, ouais, ok, tu vois. Si vraiment on veut aller vers là, on leur dit, bah voilà, il y a eu des trucs, hein, des bonus, des trucs. On peut avoir des incitations à l'achat pour inciter les gens à rouler plus propre si tant est que ça soit plus propre. Mais non, n'empêchons pas les gens de rouler avec leur bagnole qui a 30 ans, qui a été construite il y a 30 ans, le bilan carbone. Moi, je pense que ma Mazda, elle est plus propre, tu vois. Chaque jour où je roule encore avec, tu vois, je pense qu'elle est plus propre que si je rachète une voiture neuve demain, qu'il va falloir amortir, tu vois. Donc voilà, je trouve ça complètement débile, mais... Je crois que vous avez compris mon propos. Tout à fait. Florent, je te vois hocher la tête. D'accord? T'es pas d'accord? Non, c'était juste pour faire un petit complément, une précision auprès de Nicolas qui vient de nous dire qu'il est surpris qu'il n'y a pas beaucoup de gens et qui réagissent. Et justement, si on fait le sujet aujourd'hui, là, qu'on a choisi avec Pierre, c'est parce qu'on sent remonter justement sur les réseaux sociaux. Il me semble, je crois bien que son nom, c'est Alexandre Jardin, qui est un auteur. C'est ça, et pas de ma famille. Qui est visiblement est très remonté contre les ZFE, et j'ai un peu lu ses tweets, et il me semble aussi qu'il a écrit un bouquin là-dessus, et on sent qu'il essaye de faire un peu monter une sauce là-dessus, et là justement... j'espère que c'est moins chiant que ses anciens bouquins, parce que faut se les faner. Pardon, excusez-moi. C'était pas le rasoir électrique qu'il était surnommé, lui? Comment tu dis? Le rasoir électrique, je crois. C'était un ancien macroniste, enfin bon, il a eu des droits Attention Pierre, il est très actif sur Twitter, donc à mon avis tu seras interpellé rapidement. Mais c'est pas lâcher métier. C'est juste que voilà, on sent qu'il essaye de mobiliser le monde et là justement on vient de publier un article sur Automobile Pro pour dire on a l'impression que ça va peut-être être un nouveau mouvement gilet jaune. Voilà, donc c'est pour dire voilà à Nicolas que les gens commencent à réagir. Alors après les gens ils réagissent quand ça commence à les concerner, à les toucher. En fait, il y avait déjà eu une petite fronde il y a 2 ans, il me semble, qui fait que les règles ont déjà été assouplies. Hein, les précédents gouvernements, je sais plus lequel, tellement ça a changé ces derniers temps, mais était déjà revenu en arrière pour assouplir cette règle, qui fait que justement il n'y a plus que Paris et Lyon concernés par les règles les plus sévères. Mais oui, la base est restée. Et la base, donc, c'est 150 000 habitants. Il y a au moins les véhicules non classés comme ta voiture qui sont bannis. Voilà, c'était juste pour faire une précision sur s'il y a bien une fronde qui remonte. Donc, peut-être que dans les prochaines semaines, on va avoir des nouveaux samedis de manifs sur les ronds-points. Bon, on va voir ça, on couvrira ça sur Automobile Propre. Victor? Alors moi, je suis pas du tout un pro ZFE, loin de là, mais il faut bien comprendre que les ZFE, c'est pas une particularité française, hein. C'est vraiment dans toute l'Europe, on a mis en place cette mesure. Il y a 320 ZFE à travers toute l'Europe. C'est oui, je prépare mes sujets. Hein. Il y en a 25 en France, donc et je vous propose de passer en revue toutes les ZFE. Angers, Annecy, Annemasse, avec Bordeaux, le règlement pour chacune. Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Paris, Pau, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulouse et Melun. Non, c'est faux pour Melun. Donc c'est pour Saint-Étienne, ça peut être pour Melun. Hein. Donc c'est vraiment on s'inscrit dans une volonté européenne de baisser donc le niveau d'émission de particules fines
en l'air. Et il y a une statistique, Nicolas, qui va répondre à ta problématique, enfin à une de tes réflexions, c'est que on considère aujourd'hui au niveau européen que 15% des émissions des particules fines dans l'air sont dues à la voiture. Donc voilà, donc en parallèle en fait de nous casser les pieds avec les ZFE, on casse de la même manière les pieds aux industriels, donc aux usines, au transport maritime, aérien, etc. Donc chacun a ses particularités. Avant de donner la parole à Andy qui nous dira côté italien comment ça se passe à ce niveau-là justement. Moi je voulais faire justement, tu as cité Strasbourg, nous sommes à Strasbourg, donc moi c'est quelque chose que j'ai étudié de près parce que ça m'intéressait personnellement. Donc à Strasbourg, mairie écologiste depuis quelques années. Moi, je les aime beaucoup. Hein. Jeanne Barzéguian, si tu nous regardes, je vote pour toi. Il y a un réseau de pistes cyclables qui est extraordinaire. Bon, mais forcément, on est très à cheval sur cette fameuse ZFE. Jusqu'au dernier moment, il devait aussi faire partie de ces villes où les vignettes critères 3 elles étaient interdites au 1er janvier 2025. Bon, finalement, ça a été repoussé de 2 ans. Mais du coup, j'ai regardé un petit peu le détail parce que, comme le disait Nicolas, les petites lignes, elles sont différentes d'une ZFE à l'autre. Il y a dans certaines ZFE, les véhicules qui sont pas dans le cadre, ils sont interdits en la journée ou juste la semaine. À Strasbourg, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, t'as les panneaux à l'entrée de la ville. Hein. Comment ? T'as les panneaux à l'entrée de la ville avec ouais. Et c'est quand même une zone qui est assez grande, qui comprend l'aéroport en plus, donc ça peut être problématique. Moi, ce qui me gêne, j'ai envie de vous dire, et ça aussi Nicolas l'a relevé, c'est que c'est une décision qui, à la base, enfin, il y a un objectif qui paraît logique, c'est de diminuer vraiment ce qui rend malade dans la pollution, qui rend malade les enfants, qui rend malade les vieux dans les centres-villes. Mais qui quand même a des conséquences lourdes d'un point de vue social, comme le disait Nicolas. Et donc, il crispe beaucoup de gens. Mais malgré tout, il y a une verbalisation et une vérification qui est quasi nulle. Moi, je connais personne qui a été verbalisé pour ça. Les seules personnes qui ont eu une amende pour ça, qui est de 68 € si j'ai pas de bêtises, ils se sont fait arrêter pour autre chose à la base. Et c'est un petit plus. C'était la petite cerise sur le gâteau. On leur a rajouté ça. Mais des gens qui sont vraiment fait arrêter pour ça j'en connais pas. Moi, j'ai un confrère parisien que j'estime beaucoup, donc je citerai pas son nom, mais qui tous les jours va au boulot avec sa BMW E30 des années 80. Il n'a jamais été inquiété. Et du coup, on a à la fois une décision, enfin un dispositif qui crispe plein de monde pour le potentiel paralysant que ça peut avoir sur plein de gens. Mais comme il n'est pas du tout suivi par les forces de l'ordre, au final, on n'a pas les avantages non plus éventuellement d'une pollution qui pourrait baisser. Alors, comme le dit aussi, exactement comme dit Nicolas, à Caen, visiblement, il y a une usine de ciment et c'est elle qui fait les particules. À Strasbourg, bon, on est à côté de la frontière allemande et c'est plutôt quand les usines de charbon allemandes débutent bien fort que ça pourrit toute l'Alsace. Donc bon, ça c'est un aspect qui est quand même dommage parce que du coup à la fois ça embête les gens et ça sert à rien. Et puis je dirais voilà, juste pour préciser un petit peu sur le côté social, il faudrait acheter une voiture récente, mais pour autant, en fait, la personne qui a les moyens est doublement favorisée parce qu'elle a les moyens de s'acheter une voiture récente pour ses déplacements au quotidien, aller au boulot, en revenir, pas de problème de ce côté-là. Elle peut aussi avoir une vieille voiture, une voiture ancienne, parce qu'elle aurait en deuxième voiture, ce qui est un luxe d'avoir 2 voitures, une petite voiture passion pour sortir le week-end, parce que dans quasi toutes les ZFE, il y a aussi des possibilités d'avoir des passes pour 24 heures. Alors tu peux en avoir, je sais qu'à Strasbourg, tu peux avoir 24 passes de 24 heures dans l'année, quasiment un week-end sur 2. Donc, la personne qui a les moyens, elle peut aller en bagnole avec sa bagnole toute propre et puis le week-end elle a sa deuxième voiture ancienne qui donc a la pollution qui correspond à son année pour sortir. Donc bon,
Et puis en plus, on est dans le même cas avec Nicolas. On a tous les deux une vieille japonaise de 30 ans. On peut prendre maintenant une carte grise collection. Et à partir du moment où une carte grise collection, les ZFE, c'est plus pour toi. Tu peux faire ce que tu veux. Donc voilà. Moi, je trouve ça problématique à plein de niveaux et c'est dommage. Ça part d'une bonne intention, mais c'est mal réalisé. Mais c'est comme tout, enfin, tu vois. Ouais. C'est toujours de l'écologie punitive, tu vois. Alors qu'il y a tellement d'autres moyens d'inciter et de donner envie aux gens d'avoir peut-être une voiture plus propre ou toi. Mais ils préfèrent taper, tu vois. C'est très. Alors Victor disait c'est européen. Bon, ça aurait pu être une idée française. Hein. Justement, Andy, tu habites à Florence. Oui, Florence. Comment ça se passe à Florence ou dans d'autres villes italiennes de ce côté-là? Il y a des dispositifs. Le premier, il est très ancien, c'est le ZTL, Zona Traffico Limitato. Et ça fait une bonne vingtaine d'années que ça existe. Et et c'est pour l'hypercentre. Hein. Mais je trouve ça intéressant parce que là, on se pose pas la question du véhicule, on se pose la question de à quoi sert ton déplacement. En fait, tu peux rentrer si, 1, t'es résident dans ton quartier, donc tu peux rentrer dans ton quartier, pas de problème, et 2, si tu bosses là, on te laisse rentrer. Le but, c'est avant tout de virer les touristes qui, eux, peuvent se garer en périphérie, il y a des parkings relais, ou les gens qui font du transit, parce que c'est une vallée un petit peu étroite, donc il y a plein de gens qui voudraient passer dans le centre-ville pour passer d'un côté à l'autre, on va dire. Donc l'idée, c'était plutôt ça, c'était de nettoyer le centre-ville du transit, d'une partie des touristes, et donc de limiter le trafic. Les rues sont très étroites dans cette ville, donc forcément, on est très... Et finalement, c'est assez bien accepté, parce que si t'es résident ou si t'as une raison d'être là pour le boulot, globalement, on te laisse tranquille. Ça, c'est la première partie, c'est les ZTL. Et après, il y a un nouveau truc qui arrive le 1er avril, donc c'est dans l'actu, c'est le Scudo Verde, qui est un petit peu l'équivalent de la ZFE, sauf que avec les caméras, elles sont déjà posées à l'entrée de Florence. Hein. Donc là, ça va être respecté. Mais comme on sent que, en plus, le parc automobile italien est très très vieillissant. Hein. Moi, je vois tous les jours de la vieille Panda qui tourne. On a été beaucoup plus laxiste entre guillemets sur les catégories de véhicules, puisque par exemple pour les essences c'est avant 97 et pour les diesels c'est avant 2006. Sachant qu'on laisse en plus les gens passer sur les grands axes entre guillemets. Donc on peut encore circuler un petit peu dans la ville si on rentre pas dans les quartiers précisément, etc. Donc voilà le grosso modo le paysage. Mais j'aime bien le raisonnement de la ZTL qu'on s'est dit en premier, c'est-à-dire celui de est-ce que tu as besoin d'être là ou pas? Tu as besoin d'être là, oui, parce que tu habites là, oui, forcément. Et donc on trie entre guillemets les patates par l'utilité du trajet ou non, plutôt que par le moyen qui est la voiture et où les gens n'ont pas toujours une justification, enfin n'ont pas toujours les moyens de la remplacer, de la mettre à jour, etc., etc. Donc pour moi, j'aime bien ce raisonnement où on encourage à baisser la circulation globale, on fait le tri selon l'activité qui est en cours et on se pose pas trop la question du véhicule en lui-même. Très bien, merci. Florent, est-ce qu'on passe au sujet suivant ou tu as autre chose à ajouter de ton côté? Ouais, je voulais quand même ajouter, mettre un petit grain de sel quand même. Mets ton grain de sel. Pour finir, moi je voulais juste rappeler quand même que les ZFE, c'est pas des zones de voitures électriques, quoi. Il y en a beaucoup qui font des raccourcis en disant oh là là, on nous demande d'acheter une voiture électrique très chère et faut pas exagérer non plus parce que les ZFE sont encore ouvertes à des critères 1, 2, 3. Un critère 1, c'est une voiture essence à partir de 2011, il me semble. Quoi, une voiture essence, on est en 2025 quand même, quoi. Une voiture critère 1, c'est une voiture qui a bientôt 15 ans. Une Clio 3 de 2011 d'occasion, on va pas me faire croire que ça coûte très cher. Alors, je comprends que y a des voitures qui tournent très bien, comme justement l'exemple de Nicolas, c'est débile d'aller l'envoyer à la casse et lui dire faut la changer. Mais après, des fois, je trouve qu'il y a un peu de mauvaise foi, genre on peut changer quand même son véhicule avec un petit budget. C'est sûr que s'il n'y a pas raison de le faire, oui, c'est vrai que c'est débile, mais ça peut être aussi l'occasion de le faire. Faut regarder ce qui existe en occasion. Il y a des gens qui peuvent se permettre de changer pour un véhicule plus récent, qui passent la vignette dans une bonne catégorie.
qui en plus consommerait moins, genre par exemple un hybride. Hein. Il y a des hybrides d'occasion maintenant à petit budget. On le voit, même des électriques. Hein. On a des nouvelles rubriques là sur Automobile Propre qui font des sélections. T'as vu ça? Je suis fort. Il est fort, il est très fort. Qui font des sélections d'occasion électriques à petit prix. Alors après, ça convient pas à tous les usages, mais voilà, des fois, je peux quand même inviter les gens à aller regarder ce qui se fait, et voilà qu'on peut trouver une solution à petit prix. Je comprends quand même qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de le mettre. Et là, par contre, je peux reprocher à l'État, par exemple, de cette année d'avoir coupé clair et net les aides, la prime à la casse et notamment la prime ZFE. Et ça, plutôt que d'avoir tout supprimé d'un coup pour tout le monde, on aurait peut-être pu au moins garder encore pendant 1 an ou 2 une prime ZFE pour permettre, aux personnes vraiment en difficulté de passer à un véhicule plus récent. Voilà, c'était vrai. Très bien. Avant de passer au sujet suivant, Andy, t'avais encore quelque chose à dire? Non, j'abonderai, et c'est peut-être le péché originel de ces ZFE, c'est peut-être d'être aligné sur les critères. Oui, totalement. Qui, on le sait, en gros, on vous dit, vous avez un Mercedes Classe G récent, c'est bon, vous avez une Twingo 1, vous pouvez plus rentrer. Et je pense que ça, même s'il y a sans doute un fond de vérité sur le fait des particules et du calcul qui est plus complexe, etc., d'un point de vue purement symbolique et social, c'est extrêmement dur à accepter pour une bonne partie de la population. Je vous renvoie aux travaux, par exemple, d'un sociologue qui s'appelle Johan de Molly, que j'avais interviewé il y a quelques années, qui travaillait sur la question de l'équipement automobile et des conflits à venir autour de l'automobile. C'est super intéressant parce qu'on s'aperçoit que les catégories socio-professionnelles qui utilisent le plus leur voiture sont les ouvriers, les artisans, etc. Et qu'il y a une catégorie, entre guillemets, donc de gens qui ont encore cet usage. Est-ce qu'ils en ont le besoin? Ça, on peut en discuter, mais est-ce qu'ils ont cet usage versus des professions intellectuelles, etc., qui en ont beaucoup moins besoin. Donc, je trouve que sur les symboles, etc., c'est très difficile à vendre sous la forme actuelle avec les critères qu'on a adoptés en plus, qui maintenant sont quand même assez vieux, hein, ça date de 2016 si je me rappelle bien, est-ce qu'ils reflètent encore l'état du parc, etc. C'est une question que je laisse ouverte et je la laisse à votre pure sagacité. Très bien, on va passer au sujet suivant et dernier. Ouais, pour terminer, on va parler d'une nouveauté importante qui vient d'être présentée, une nouveauté qui était très attendue, c'est la nouvelle Mercedes CLA, et on se demande si avec ce véhicule, Mercedes va enfin être au niveau de Tesla en matière d'électrique. Donc justement, je sais pas si vous connaissez ce slogan de Mercedes, c'est The best or nothing, le meilleur sinon rien. Le meilleur, chez Mercedes, il est pas vraiment du côté de l'électrique quand même. Le constructeur, il est pas à niveau et ça se voit dans les ventes. Hein. L'année dernière, je reprends mes notes, Mercedes, c'est 185 000 ventes de voitures électriques. Bon, Tesla, qui est vraiment toujours l'incontournable pour comparer, c'était plus de 1,7 million. Donc, mais le constructeur, allemand, il prépare enfin la riposte, une nouvelle génération de véhicules électriques avec de nouvelles bases. Et donc le premier véhicule, le porte-drapeau de cette révolution électrique, c'est une nouvelle génération de la CLA. Pour elle, le constructeur a vraiment mis les petits plats dans les grands. Il promet des consommations ultra basses, des temps de recharge canon. Mais voilà, pour en parler peut-être plus en détail, on va donner la parole à celui qui a pu s'en approcher, qui a même pu la conduire, il me semble, c'est Andy. Est-ce que techniquement, elle est vraiment enfin au niveau de Tesla? Est-ce qu'elle apporte quelque chose, hein? Techniquement, je pense que la voiture est intéressante. Hein. Donc, c'est une toute nouvelle plateforme qui s'appelle MMA, qui n'a rien à voir avec les assurances. Si on prend vraiment purement le modèle, hein, juste quelques caractéristiques techniques à la volée, comme ça, on évacue ce chapitre-là. Tension nominale 800 volts, CX 0,21, une boîte de vitesse à 2 rapports, ça c'est super intéressant. Sur l'efficience, un déconnecteur pour la machine avant, 2 niveaux de batterie, 58 et 85 kWh. Et la promesse, c'est vraiment, je trouve, le chiffre le plus saisissant sur cette voiture, c'est on nous a donné des WLTP et des consos de 12,2 kWh au 100 dans le meilleur des cas, avec des autonomies, par exemple, sur la version grande batterie qui vont au-delà de entre 670 et 792 km. Alors là, vous auriez pu me parler de range anxiety,
et de tous ces sujets de ah oui mais moi je fais Bordeaux-Perpignan tous les jours donc j'ai besoin d'autonomie. A priori sur le papier on est bien. La voiture je la trouve vraiment intéressante techniquement. J'étais un peu surpris de l'esthétique parce que je l'ai vue en version camouflée et quand je l'ai vue en vrai c'était un petit peu différent de ce à quoi je m'attendais. Elle était plus jolie en version camouflée. Je ferai pas de commentaires sur l'esthétique, mais je l'ai trouvé un peu plus chargé que ce à quoi je m'attendais, entre guillemets. Déjà, on peut saluer que c'est une berline, déjà. Oui, bah, ça commence par une berline. Alors, c'est une vraie question. Et moi, je me la pose, hein, j'ai pas la réponse. Tout le monde a trouvé que la Ioniq 6 était une voiture formidable et elle a eu plutôt bonne presse, etc. Ça ne se vend pas. Mercedes est bien conscient que le CLA ce sera pas le best-seller sur la plateforme parce qu'il y aura donc 4 voitures dans un premier temps. On va dire grosso modo c'est futur GLA, futur GLB et le CLA Shooting Brake, donc la version on va dire à coffre entre guillemets. Enfin un petit peu break, comment on appelle ça? Break de chasse. Break de chasse, voilà. Chips. Et il y aura plus de classe A, hein. Ça c'est officiellement officiel. Donc voilà, faut voir si ça va se vendre. Je trouve que la promesse technique elle est intéressante. Le positionnement, j'attends de voir. Et puis c'est Mercedes. On va se parler un petit peu honnêtement. On pouvait espérer parce qu'il y a une certaine simplification d'un point de vue technique sur l'usage de batteries pour différents modèles, etc., etc. On pouvait s'attendre à ce que ce soit peut-être une critique pour Tesla ou en tout cas une réponse à Tesla. Ça sera plus cher. Je vous le dis tout de suite, ça sera plus cher. On sera peut-être avec un 5 au début, peut-être avec un 6 au début sur les versions avec longue batterie. Ça resterait une très bonne auto, je pense. Je l'ai pas encore essayé, donc je peux pas vous dire. J'ai juste fait un petit tour en passager. Les essais c'est en mai si je me rappelle bien. Donc la promesse est belle. C'est pas Mercedes qui va populariser la voiture électrique, je vous le dis tout de suite. Pour toi, on va parler. On connaît pas encore les prix. Je sais pas quand est-ce qu'on va les connaître d'ailleurs, mais est-ce que visiblement il y aura un surcoût peut-être de 10-15 000 euros par rapport à une Model 3 à performance équivalente? Ça va les valoir? Tu me poses une question difficile. Je pense que ça dépend vraiment de quels sont tes critères. Il y a des gens qui sont attachés à un standing, qui sont attachés à une présentation, qui sont attachés à un côté aussi châssis, etc., qui je pense sera très bon sur cette voiture, à une image. Je vous donne un exemple, hein, cette voiture-là, je sais pas si vous l'avez vue en photo, je vous invite à aller la voir, ou en vidéo. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo sur Automobile Propre, allez-y, hein, si vous voulez aller la voir. Mettez des pouces. Il y a par exemple cette calandre lumineuse, un peu effet waouh, avec des cinématiques, avec les étoiles qui s'animent selon les situations, etc. Vous pouvez vous en foutre. Il y a des gens pour qui c'est un truc qui les excite et qui les rend heureux. Et Mercedes fera toujours payer son étoile un petit peu plus cher que les autres. C'est vraiment la stratégie de la Kalenius, il l'a dit 1000 fois que Mercedes aujourd'hui veut être une marque de luxe et non plus un premium. Donc, ce faisant, je pense que l'écart de prix sera là. Il sera sans doute élevé, il y aura un surcoût. Est-ce que ça les vaut? Je pense que ça dépend de ton jugement et de la manière dont toi tu abordes l'automobile. Est-ce que c'est un statut symbole pour toi? Est-ce que la présentation peut être un petit peu plus chatoyante que sur une Tesla, c'est important pour toi? Est-ce que le fait qu'elle soit fabriquée pas loin de Strasbourg, c'est important pour toi versus Shanghai, etc. Voilà, ça va être, c'est un débat et je trouve que la technologie est intéressante. Il y a le 800 volts aussi qui va quand même faire une différence. Les temps de recharge, hein, on nous annonce, alors ils nous ont donné une crête à 320 kW. Ils nous ont donné 300 km de recharge en 10 minutes. Ça va quand même être un argument, notamment pour les flottes. Ça va être assez fort quand même, je pense. Avant de donner de la parole à Victor, moi je vais quand même donner mon avis. Moi j'aime bien ce que fait Mercedes depuis quelques années dans l'électrique. Alors Florent le disait, ça se traduit pas par des chiffres de vente extraordinaires, mais il y a quand même une approche tournée vers l'efficience qui est assez rafraîchissante dans le paysage automobile. C'est-à-dire que, ok, ils font aussi des SUV électriques, mais il y a une EQS, une EQA qui est
C'était quand même des berlines intéressantes avec un design soigné. Il y a eu ce concept EQXX qui était vraiment extraordinaire, qui est un concept mais qui était techniquement abouti, qui a été essayé longuement et qui avait une consommation moyenne inférieure à 10 kWh au 100 km. Ça, c'est super. Et justement, avec cette série-là, on voit pour la première fois l'arrivée en série de ce qui avait pu être découvert dans cette EQXX et je trouve ça top, quoi, parce que améliorer l'efficience, eh bien, ça veut dire que on arrive à une autonomie identique, mais avec une capacité de batterie en moins, et c'est un, comment on dit, un cercle pieux, ou je sais pas, quelque chose comme vertueux. Ça. Vertueux, pas pieux. Merci. Je suis journaliste automobile. Et ça, c'est chouette, ça réduit la pollution pour produire, ça réduit potentiellement le prix, donc je trouve ça chouette, quoi. Et voilà. T'avais quelque chose à ajouter, à compléter? Oui. Alors, moi, j'aimerais juste faire un petit match. CLA électrique versus Tesla Model 3, grande autonomie avec donc en propulsion. Donc le match des chiffres. Exactement, parce que tu ne travaillerais pas sur la base de données d'automobile propre, toi ? Les chiffres, les fiches techniques, c'est un peu mon truc. Donc je vous ai préparé un petit comparatif rapide. Donc Andy a déjà commencé un petit peu à divulgacher les informations que j'ai préparées. Et on peut dire que Max ajoutera le tableau à côté de ta tête. Exactement. Tu le positionneras à droite ou à gauche, je te laisse le choix. Exactement. Allez, go. Je suis désolé, ça va être un petit peu imbitable pour celles et ceux qui nous écoutent sans vidéo, mais voilà, je vais essayer de faire le plus simple possible. Donc, en gros, cette nouvelle CLA électrique, elle fait globalement la même taille que la Tesla Model 3 actuelle. Elle est légèrement moins performante, donc on revient au sujet de base sur la performance des voitures électriques. Donc elle est un tout petit peu, on va dire, elle accélère moins rapidement. Elle est plus lourde également, mais globalement voilà, on a exactement la Model 3 en ligne de mire. Et passons un petit peu donc aux chiffres concrets. Donc la puissance. Tesla Model 3, 320 chevaux. CLA électrique, 272 chevaux. Donc voilà, ça, un point pour Tesla. Vitesse maximale, 201 pour Tesla, 210 pour Mercedes. Un partout. Merci, bon, je vais pas le faire. Non, ouais, nous fais pas ça. C'est là que la boîte de vitesse a son utilité aussi. Exactement. Hey. Donc l'autonomie annoncée pour la Tesla, qui est quand même déjà gigantesque pour une voiture électrique, 702 km, franchement pas mal, mais 792 pour la Mercedes. Ça c'est, je pense que c'est la première fois qu'on voit une autonomie mixte aussi élevée sur une voiture de série. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Capacité de la batterie, donc en net 76 pour la Tesla. 85 pour la Mercedes, donc ce qui explique également cet énorme écart en termes de performance. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. 0 à 100 en 5 secondes 2, c'est ça que je disais au début, pour la Tesla, 6 secondes 7 pour la Mercedes. Conso rapidement 13,6 pour la Tesla, 12,2 pour la Mercedes. Et ensuite on va finir avec le pic de charge, comme l'a très bien dit Andy, donc 250, mais bon apparemment c'est pas toujours vérifié donc chez Tesla. 250 kW donc en pic pour la Model 3 et 320 pour la CLA. Bon. Quelle est ta conclusion? Ma conclusion de tout ça, c'est que elle n'est sur papier, le match est à peu près nul. Donc il y a autant de points que la Mercedes fait mieux que de points que la Model 3 fait mieux. Donc voilà, je pense que les deux se valent. Et là où ça va vraiment se jouer, c'est sur la qualité de définition et sur vraiment la partie luxe que Mercedes nous promet, parce que déjà sur la EQE, je reviens sur ces animations lumineuses
alors c'est un peu le coussin Peter de Mercedes, hein, parce que clairement Tesla s'est différencié des autres constructeurs avec des trucs mais vraiment ridicules. Le coussin Peter, les animations des portes, etc. Voilà, et le jeu vidéo, voilà, c'était ça au début qui a fait que Tesla, on parlait plus de Tesla que des autres. Mercedes a d'autres astuces pour se différencier, notamment lors du démarrage de la voiture, surtout la nuit. Donc on a les phares qui peuvent dessiner des dessins avec donc les projecteurs à LED. C'est vachement sympa et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la CLA. Mais voilà, c'est encore une fois, ça va être au client de choisir ce qu'il préfère entre une voiture électrique bien finie, on va dire, et une voiture électrique luxueuse qui aura son prix luxueux. Avec. Ouais, son prix luxueux. Voilà. Nicolas, qu'apportes-tu comme pierre à cet édifice? Écoute, moi sur le papier, j'ai trouvé cette CLA plutôt impressionnante, j'ai pas vu en vrai, mais j'ai un peu l'impression qu'on arrive sur une génération d'électriques là. Tu vois, la semaine dernière, j'ai fait la 6 électrique, là. Si tu te tiens à des critères concrets, tu vois, t'as plus de raison aujourd'hui d'acheter une A6 essence, tu vois. Je pense que l'électrique peut quasiment, tu vois, remplacer enfin, c'est le but, mais entre la vitesse de charge, l'autonomie, les performances et le reste, si tu veux, tu peux t'en servir, même un commercial, il peut s'en servir, je pense, comme voiture de fonction. Donc, t'arrives sur une génération, et là, je pense que la CLA, c'est le bon exemple, où la clientèle traditionnelle de chez Mercedes va peut-être une fois en concession se dire pourquoi je prends pas l'électrique, toi. Alors que c'était peut-être quelque chose d'inconcevable il y a encore 3-4 ans, toi. J'ai l'impression qu'on arrive vraiment sur une génération où tout entre les malus, les trucs et tout, le gars il va arriver, il va essayer l'électrique, on va lui dire t'as 790 km d'autonomie. Alors, mais petit bémol, tout dépend à quel prix ils vendent le. Voilà. S'ils arrivent à avoir un tarif intelligent, je pense que ça peut fonctionner, parce que franchement, moi je la trouve, j'adore ce modèle, je la trouve belle. Quand tu montes dans une Mercedes, ça a quand même plus de gueule que dans une Tesla ou une chinoise, quoi. Il y a quand même un supplément d'âme, quand même. Il y a quand même un truc qui se passe, quoi. Même sur les dernières électriques, là, je trouve, toi, j'aime beaucoup. Tu rentres là-dedans, t'es dans une Mercedes, quoi. Quand tu rentres dans une BM, t'es dans une BM, toi. Mais donc ils peuvent encore jouer sur ce truc premium, toi. L'émotion de je monte dans la bagnole, je me sens bien, toi. Et si en plus t'as plus de contraintes parce que tu charges à 320, t'as 700 bandes d'autonomie. Si elle est au bon prix, je vois, pour moi ça peut fonctionner, ouais. Non, Nicolas, tu fais la comparaison avec la 6 Citroën, et je trouve qu'il y a un chiffre qui est assez intéressant, c'est que grosso modo t'as 10 kWh de batterie en moins et tu fais les mêmes autonomies. Donc je trouve que ça c'est quand même quelque chose d'assez marquant, alors qu'en plus c'est la plateforme PPE qui est assez nouvelle chez Audi, donc il y a un vrai argument, comme tu dis, pratique, quoi, pour le gars qui hésite au moment de passer à l'action. Après ce sera beaucoup des voitures d'entreprise, hein, je pense, la clientèle. donc aussi pour les gestionnaires de flotte qui vont avoir sans doute des objectifs aussi un petit peu plus forts dans les mois et années à venir. Après la question c'est, bon, évidemment là ils nous ont présenté la berline en premier, histoire de nous donner des chiffres qui vont être sympas et impressionnants. Moi j'attends de voir un chiffre, c'est celui des consos moyennes à 130. J'attends l'ami Soufiane et son super test pour nous sortir un chiffre fiable là-dessus, parce que avec la boîte normalement on pourrait avoir un point d'efficience qui est un petit peu plus haut, et donc avoir des autonomies autoroutières qui seront aussi peut-être sans concurrence sur le marché. Et puis après la question c'est, une fois qu'on aura vu le CLA, il y aura des dérivés, notamment SUV, qui seront sans doute moins sexy sur la fiche technique et moins efficients. Alors je rebondis encore sur les prix. Voilà, les prix, on sera sûrement équivalent comme pour ce qui est fait avec la 6 finalement, en prenant en compte aussi les taxes au thermique, quoi. Donc CLA électrique ou CLA thermique, parce que il me semble
qu'il y aura une version mild hybride, non, c'est ça, on dit, qui sera lancée un peu plus tard. Il y aura un mild hybride 48 volts qui arrive en fin d'année avec un moteur réalisé en collaboration avec Geely, voilà, et En essence ou en diesel? En essence. En essence. Et qui arrivera et qui promet aussi des consommations intéressantes, mais pour l'instant on n'a pas eu de fiche technique précise sur ce bloc, donc je me garderai bien de me lancer dans des évaluations avant d'avoir des choses un peu plus précises et puis avant d'avoir mis les fesses dans la voiture. Le client, il hésitera sûrement moins qu'avant, comme a expliqué Nicolas, mais après payer voilà, quand on va chez Mercedes ou aussi par exemple BMW va lancer une nouvelle berline à peu près équivalente l'année prochaine qui sera sûrement nommée l'i3, donc c'est la nouvelle génération de nouvelle classe qui aura à peu près les mêmes caractéristiques mais qui s'annonce aussi bien plus cher qu'une Model 3. Donc quand on va chez ces marques, on paye le logo. Mais voilà, Tesla, certes, c'est moins bien fini et tout, mais ça, bon alors, ça a une bonne image de marque. Alors plus ces derniers temps, un peu moins quand même avec l'ami. Il paraît. Avec l'ami Elon. Donc justement, Ouais. c'est peut-être d'ailleurs du pain béni toutes ces histoires avec Elon Musk pour Mercedes et BMW, parce que jusqu'à il y a peu, vous montriez une Tesla à un kidam, quoi. Moi, j'ai mon ami, il connaît rien en bagnole. Tu lui montres une Tesla, t'as l'impression de lui montrer une Porsche, quoi. Donc, l'image de marque dans le grand public, voilà, il faut pas, nous, on sait que c'est moins bien fini, que c'est pas un blason aussi prestigieux, mais, le grand public, tu lui montres une Tesla, pour lui, il a l'impression de voir une Porsche, quoi, qui est vendue, donc, 10 à 15 000 euros moins cher que ces Mercedes ou BMW. Alors là, bon, depuis quelques semaines, ça part un peu en cacahuète, l'image de Tesla. Donc, voilà, comme je dis, c'est peut-être du pain béni pour Mercedes ou BMW, hein. Le fait d'avoir du thermique en plus de l'électrique, je trouve que ça va vraiment faciliter le travail des vendeurs, des commerciaux de Mercedes qui vont pouvoir proposer une alternative à l'électrique tout en restant sur le même produit. C'est là, donc ça, je trouve que c'est super intéressant de la part de Mercedes d'avoir déjà annoncé cette hybridation légère qui va arriver. Ouais, moi je suis d'accord avec Nicolas, je l'avais pas forcément réfléchi, mais c'est vrai que on a tout un groupe on sait que BMW, Mercedes, peut-être aussi Audi, il y a une frange de gens qui achètent les générations après les générations, qui adorent l'environnement BMW, l'environnement Mercedes, eux avoir un seul écran au milieu, jamais de la vie, et c'est peut-être pour ça qu'ils cramponnaient à BMW et à Mercedes, et en n'allant pas ailleurs, pas par rejet de l'électrique, mais juste parce que il y avait pas vraiment l'élément électrique qu'ils recherchaient dans leur marque préférée. Et c'est peut-être ça le déclic qui va être fait avec une voiture qui offre exactement les mêmes performances que celles qu'ils avaient avant en essence et affichée sensiblement au même prix, parce qu'on sait que la politique tarifaire de ces marques, quoi. Andy, tu voulais peut-être terminer sur ce sujet? C'est un peu plus général, mais c'est intéressant de voir comment les marques vont se positionner dans les mois ou années à venir, et y compris des marques de luxe. Mercedes, voilà, essaie un peu de se réinventer parce qu'ils sont mal partis entre guillemets sur l'électrique avec des produits qui étaient un petit peu adaptés à la va-vite. Hein. Le premier EQC, voilà, des choses comme ça. Ouais. Et il y a des marques. Enfin, c'est vachement intéressant de voir que BM vend 2 fois plus de voitures électriques que Mercedes. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ça, c'est un vrai sujet. Éric Dupin a essayé de faire un papier là-dessus que je vous invite à aller lire sur Automobile Propre. Et puis, mais même Ferrari, et d'ailleurs, il faut qu'on s'en parle, Pierre, de Ferrari. Oui, il y a un article à publier. Même Ferrari est dans un mode, et c'est marrant parce que j'étais il y a pas très longtemps à discuter avec des responsables de la marque, etc., à Maranello. Ils sont dans un stress sur qu'est-ce que c'est leur marque à l'heure de l'électrique et la pression. Est-ce que voilà, Ferrari dans le futur ce sera toujours vu comme le truc ultime, la marque la plus prestigieuse, etc. Et je les sens très très stressés. Mercedes, je les sens très stressés aussi sur réussir cette transition, réussir à être encore une marque qui a un avantage entre guillemets de poids, de marque, d'histoire, etc. Dans un contexte totalement différent qui est celui de l'électrique. Et l'équation n'est pas simple du tout. Et par exemple, je trouve que Audi a beaucoup de mal à se placer, Mercedes se pose des questions,
Et même chez Ferrari, on est très stressé avant la révélation de la première voiture électrique qui sera le 9 octobre prochain. Florent, à toi. Non, c'était juste peut-être pour terminer, mais je veux dire, comme avait dit Andy, je rigole d'avance à ma connerie, quoi, mais je veux dire, ils ont tellement été mauvais, Mercedes, qu'ils avaient inventé quand même un label spécial, quoi, le cul, et voilà, je suis déçu d'ailleurs que personne n'ait fait de blague là-dessus, quoi. Mais heureusement, tu as Mais bien raison. sûr que si. Je l'ai fait tout à l'heure. Ah bon? Oui. Ah bon, mais il y a eu tellement de chiffres qu'on n'écoutait plus. Ah bah, on l'a bouffé. On l'a pas... Mais voilà, c'est preuve que ça a tellement été mauvais qu'ils ont déjà abandonné le label, quoi. Voilà, on revient à une CLA. Alors, non, pas d'accord? Non, c'est dommage parce que par exemple le QE, trop cher, mais c'est une excellente voiture. Absolument, ouais. Ouais. Et le QA, puisqu'on y est, moi j'ai toujours une petite voiture électrique qu'on a oubliée. Le QA. Donc c'est un SUV, d'accord. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en matière d'efficience, mais il y a une petite perle dans la gamme. Il faut soigneusement éviter les versions 4 roues motrices. Je crois on a eu deux, 350 et 300. Mais il y a une version qui est la 250 plus. Absolument, ouais. Qui est une puissance somme toute modeste, hein, on est sur 190 chevaux, mais donc des performances, je crois que c'est le 0 à 100, c'est dans les 9 secondes. 0 à 100, oui. Mais pour un déplaçoir, c'est complètement satisfaisant. Il y a une batterie qui est de 70 kWh, donc c'est quand même tout à fait confortable. Et je parle de confort aussi. Si vous choisissez les suspensions, les jantes de 18 pouces, c'est très confort aussi. Il y a des palettes au volant sur 4 niveaux qui sont vachement bien foutues, avec une bonne roue libre et aussi, si vous mettez le mode le plus qui freine le plus, on a quasiment une conduite à une pédale. C'est vraiment chouette. Bon, moi je trouve que en neuf aujourd'hui, on va être limité par la recharge à 100 kW. Hein. En 2025, c'est un peu faiblard. Et puis, tu as une consommation à vitesse stabilisée sur l'autoroute qui est peut-être un petit peu élevée. Mais en occasion, j'ai regardé par curiosité juste avant d'enregistrer ça. On commence à en trouver sous les 25 000 euros avec des kilométrages autour des 50 000 kilomètres, sachant que on a toujours quand même la batterie qui garantit 8 ans ou 160 000 kilomètres. Donc, peut-être que voilà, il y a quelques petites Mercedes en occasion qui sont sympathiques. Donc le QE peut-être demain, mais il y a déjà cette QA qui est bien chouette. Voilà, je voulais apporter ma petite. Il me semble, j'avais plus vu à l'étranger, mais il faudrait aussi vérifier en France, quoi, que les EQE en occasion, il y a eu une décote extraordinaire, quoi. Donc je pense qu'il y a déjà moyen. C'est pas encore à la portée de toutes les bourses, même en occasion. Mais par rapport au prix du neuf, je crois qu'il y a une décote extraordinaire. Mais c'est ça sur beaucoup de véhicules électriques quand même. Hein. Faut pas. J'avais vu un article aussi sur la Porsche Taycan. J'étais impressionné de voir certains prix sur des annonces d'occasion pour une Taycan, quoi. Alors peut-être que c'est des véhicules qui cachent un secret, mais voilà. De manière globale, j'invite vraiment les gens à aller voir. Des électriques d'occasion, ils peuvent être surpris, mais sur toutes les gammes, hein, quoi. Je veux dire, j'avais écrit un article sur, il y a plein de Twingo électriques à moins de 10 000 euros. Voilà. Mais voilà, là, on s'éloigne un peu de Mercedes. Oui, tout à fait. Andy, surtout, on termine sur le sujet avec toi. Je mets un tout petit peu d'eau encore à ce moulin-là. On sait qu'aujourd'hui, les cycles de vie des voitures font que, il y a 60%, 70% des gens qui achètent en LOA, etc. Donc, il y a un paquet de bagnoles de 3 ans, 4 ans qui arrivent sur le marché avec des décotes fabuleuses. Il y a des affaires à faire. Très bien. Oh, t'as vu, j'ai fait moins de 20 secondes une réponse. Formidable. Je propose qu'on termine sur ce sujet. On va faire, ça va être une petite tradition, on va faire comme la dernière fois. Chacun va prendre la parole et puis nous raconter ce qu'ils ont de prévu dans les jours prochains dans leur agenda. Andy, tu reviens du Bigster, ouais, il me semble. C'est chez vous. Et après, où est-ce que tu vas t'envoler? Je vais faire du Ford Puma Gen I et je suis très curieux de voir ce qu'ils nous ont sorti du chapeau. On va voir comment c'est fait, entre guillemets. C'est une plateforme quand même assez ancienne. Donc, est-ce qu'on arrive à faire un truc compétitif et intéressant
à partir de ça. Donc ça sera début avril. Et puis après j'ai d'autres aventures prévues dans les mois et semaines qui viennent. Je voulais passer un tout petit bonjour à Amazon 4517 qui m'a gentiment alpagué dans les commentaires une fois. J'ai essayé de lui répondre mais ça marchait pas, je sais pas pourquoi. Je tenais à dire que je n'ai que respect et amitié pour JC de la chaîne EV. Et que si on s'est accroché l'autre fois, c'était pas de l'inimitié ou de la comment dire, du mépris ou je ne sais pas quoi, c'était juste un petit désaccord, mais ça arrive, et c'est le débat, et c'est vivant, et c'est marrant. Et donc, voilà, mon cher Amazon 4517, je te souhaite une très bonne journée, et si tu veux qu'on parle plus en avant de tous les sujets que tu as évoqués, et qu'on se retrouve sur un parking sur LinkedIn, voilà, etc., tard le soir. Le parking de Lidl, comme c'est la tradition. Nicolas, qu'est-ce qu'il y a dans ton agenda? Alors écoute, c'est pareil, je rentre du Bigster là, la semaine dernière, c'était sympa. Ouais. c'est bien. Je m'en vais demain essayer alors ça c'est intéressant aussi parce que c'est je fais un peu d'utilitaire depuis que mon collègue qui faisait l'utilitaire est parti à la retraite. Et ça fait 2-3 fois que j'essaie des utilitaires électriques, dont le dernier transporteur électrique là qui est plutôt intéressant. Et demain je fais le Ford Transit électrique là. D'accord. Donc, du coup, c'est une nouvelle génération. Toi, c'est vraiment une autre approche, tu vois, c'est des questions de charge utile, tu vois, mais des trucs qui sont assez intéressants parce que pour des livreurs ou pour t'essaies de te mettre un peu à la place du mec qui va l'essayer, qui va l'utiliser tous les jours. Donc c'est assez intéressant. Et puis sinon, écoute, en avril, j'ai prévu de ne pas faire de déplacement. Je crois que ça m'est pas arrivé depuis 10 ans. Donc je reste chez moi et j'écris mon fameux bouquin dont je vous ai parlé la dernière fois, que j'ai commencé, mais là faut que je mette un sérieux coup de collier. Donc je crois que pour la première fois depuis 10 ans, je vais pas faire d'OP ou de déplacement sur tout un mois. Très bien, bah écoute, je le note de mon côté. Florent, sur quoi on planche? Sur le suivi de l'actu au jour le jour, hein, on qui est sait particulièrement jamais ce riche. qu'elle va nous. En ce qui me concerne, on ne sait pas ce que ça va me réserver à l'avance. Une petite déclat d'Elon Musk, un petit... Voilà. Écoute, Andy, on a décidé chez nous en interne de moins en parler d'Elon Musk parce que ça donne trop de boulot à nos modérateurs. Mais c'est vrai que c'est une machine Elon Musk, il nous fournit des sujets en pagaille. Peut-être faut pas qu'on se lance sur ce sujet-là d'ailleurs là maintenant. Non, on va refaire le débat. Voilà, on pourrait parler de beaucoup de choses. Bon, quel que soit l'angle par lequel on l'attaquerait, ça serait mal vu d'un côté, de l'autre, des deux en même temps. T'as déjà dit attaquer. Des deux côtés. Donc bon, je pense que ouais, on va limiter un peu et puis ça permettra à notre community manager qui s'occupe de la surveillance de la bonne tenue des commentaires de souffler un petit peu. Je me tourne vers toi, Marie-Laure Augry. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la semaine prochaine, je me prends pour un oligarque ukrainien, mon Pierre. Ouais, parce que la semaine prochaine, donc, je rends le Ford Explorer que j'ai actuellement et je récupère un BMW XM label rouge. Ah, c'est une... Comme le poulet. Exactement. Comme les poulets. La belle et la bête de course de chez BMW. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça a l'air de n'avoir aucun sens. Un énorme V8 plug-in hybride de 748 chevaux. Enfin, vraiment, j'ai vraiment hâte. Et je l'essaye non pas pour Automobile Propre, mais pour mon propre blog. Donc, United, abonne-toi. United.com. Exactement. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, tout ça. Ça, c'est mon instant autopromo. J'enchaîne ensuite avec une i7 M70, donc une énorme limousine. Donc, je reste toujours dans mon personnage d'oligarque. Donc, une énorme batterie... 650 chevaux, enfin voilà. Je me fais un petit kiff et ensuite je continue donc à me faire kiffer avec une MG Cyberster avec laquelle je reviens à Strasbourg. On va et faire... que tu vas nous montrer. Exactement. En détail. Tu m'emmèneras faire un ça, tour. c'est sympa là.
l'AMG, là. Ouais, apparemment, j'ai vraiment hâte. Je suis très curieux de découvrir les énormes BMW parce que j'adore les voitures qui n'ont aucun sens. Mais la FG Cyberster, vraiment, je suis très curieux ce que vaut une sorte de MX5 des temps modernes. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça, mais Grosse MX5. ouais, grosse MX5 de 500. Ouais, de 500 chevaux, mais bon, ça a l'air marrant quand même, donc j'ai hâte. Super, un agenda bien rempli. Ouais. Bah écoutez, après ce petit moment d'autocongratulation, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, vous nous regardez. Abonnez-vous. Et puis, on se dit au revoir. Et puis, à très bientôt. Salut. 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 Ciao.